Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les travaux parlementaires sont en pause cette semaine. Un congé sûrement bienvenu pour le gouvernement Trudeau. Entre les révélations de la vérificatrice générale concernant Arif Khan et les doutes soulevés sur la viabilité de son entente avec le NPD, le gouvernement libéral n'a pas eu la vie facile la semaine dernière. Mais les craintes d'un dérapage sont-elles justifiées? Le chef du NPD a été, on ne peut plus clair. Il n'y a aucune garantie qu'on doit appuyer les projets de loi, aucune garantie qu'on doit aider avec les passages des projets de loi. L'entente est brisée s'il les brise, donc toutes les conséquences sont sur la table s'il brise l'entente. On doit être préparé parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après le 1er mars. Alexandre Boulris, bonjour. Oui, bonjour, M. Thibault. Vous êtes chef adjoint du NPD. On vous retrouve dans nos studios de Montréal. Au cours des 2 dernières semaines, votre chef a été particulièrement dur à l'endroit du gouvernement et a remis en question l'entente qui vous lie avec les libéraux plusieurs fois. À quel point est-ce que vous êtes sérieux? Bon, on est extrêmement sérieux. Pour nous, c'est un enjeu fondamental que les gens aient accès à des médicaments pas trop chers. Il y avait même un sondage léger la semaine dernière qui montrait qu'au Canada, 1 personne sur 4 ne prend pas ses médicaments ou coupe dans ses médicaments parce que les médicaments sont trop chers. Et le meilleur moyen d'avoir des médicaments abordables, c'est un régime public puis universel. Pour nous, c'est une condition vraiment essentielle à la poursuite de l'entente avec les libéraux. Il faut qu'ils livrent la marchandise là-dessus. Bon. Il n'y a pas d'argent dans les fonds publics à l'heure actuelle. Mme Freeland n'a pas ce qu'il faut pour couvrir les milliards de dollars en dépenses supplémentaires que ça représenterait. Il n'y a pas tant d'appétit que ça non plus de la part de certaines provinces, comme le Québec, l'Ontario, pour un régime financé publiquement par Ottawa. Pourquoi est-ce que vous sentez que vous avez la marge de manœuvre pour pousser ce genre d'idées-là? Parce que pour des milliers de personnes, ça va changer la vie, ça va changer la manière qu'ils vont dépenser leur argent, qu'ils vont avoir accès à des médicaments. Alors pour nous, un régime public puis universel, c'est le meilleur moyen. Puis ceux qui l'ont dit, bien, c'est le rapport Hoskins. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est le rapport que le gouvernement libéral lui-même a commandé en 2019, qui disait qu'on va tous faire des économies, les travailleurs, les employeurs, les provinces, sur le coût des médicaments, et puis aussi les hôpitaux qui en achètent évidemment beaucoup. Et ensuite de ça, ce qu'on veut voir, nous, bien, c'est le fondement, la fondation d'un régime public et universel, avec des pourparlers, avec des négociations avec la province, parce que ça va aider les gens concrètement. Puis nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir ces fondations-là, mais aussi, si c'est possible, d'essayer à court terme d'avoir peut-être une liste de médicaments qui viendrait soulager beaucoup de familles au Québec et au Canada. Bon, parlons-en de ces médicaments. Ce qu'on a entendu la semaine dernière, c'est l'insuline pour les diabétiques, les produits contraceptifs, c'est ça? Bien, ça pourrait être des éventualités pour avoir peut-être aussi des médicaments pour des maladies cardiaques. On essaie d'avoir une loi cadre pour être capable d'avoir une négociation avec les provinces. On essaie de voir est-ce qu'on est capable à court terme, dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, d'être capable d'aider concrètement des gens qui ont de la difficulté à se payer leurs médicaments en ce moment, qui seraient très heureux d'aller à la pharmacie et puis que la facture soit à zéro pour leurs propres besoins, en fait. Bon, dans tous les cas, ça veut dire des négociations avec les provinces. Ça veut dire que c'est pas un programme d'assurance médicaments, c'est pas demain matin, là, c'est pas d'ici la fin de l'année. C'est pas un truc à court terme qui serait en vigueur, là. Bien, un régime complet, public puis universel, c'est ce qu'on souhaite, c'est l'objectif, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, puis on le voit partout dans le monde aussi. On est le seul pays avec un régime d'assurance maladie publique universelle qui n'a pas un complément d'assurance médicaments qui va avec. Donc, on a une pièce du puzzle qui manque. Mais c'est sûr que ça va prendre des négociations, mais on peut y arriver. Bon, vous avez menacé de retirer votre appui au gouvernement de M. Trudeau. Ça veut nécessairement dire un risque d'élection accru. Qu'est-ce qui vous avantagerait de partir en élection maintenant? Pourquoi ce serait une bonne chose pour vous? Bien, écoutez, nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on a forcé les libéraux à agir parce que l'assurance médicaments, ils le promettent depuis 1997. La loi anti-briseur de grève, ils ont toujours voté contre. Les soins dentaires, ils ont toujours voté contre. Alors, si nous, on n'est pas là, le NPD, pour leur tordre le bras, ils le feront pas. Et là, ça, un des 27 points de l'entente, c'est les fondations d'un régime d'assurance médicaments. Alors, si les libéraux brisent leur parole, renient leur signature, ils vont devoir en payer le prix. Et notre caucus est prêt. On a eu des discussions la semaine dernière. Les gens sont sereins, puis ils se disent, on ira devant l'électorat, on montrera ce qu'on a fait concrètement pour aider les travailleurs puis les familles, puis on montrera que les libéraux n'étaient pas sérieux pour le prix des médicaments. Alors, s'il faut être prêt, on va l'être, mais notre objectif, c'est quand même d'arriver à une entente pour avoir des solutions puis des gains concrets pour aider le monde. Dans un scénario où on part en campagne électorale, les sondages actuels montrent que les conservateurs formeraient le prochain gouvernement. Quel genre de marge de manœuvre ou quel genre de poids de négociation vous auriez avec un gouvernement dirigé par Pierre Poilievre?
Bon, je ne ferai pas de politique fiction sur ce qui va arriver avec le résultat des prochaines élections parce que l'électorat est volatile, les gens feront leur choix. Mais on va mettre en relief le fait que les conservateurs de Pierre Poilievre n'ont pas de solution sur le logement, sur le prix de l'épicerie. Ils sont là pour les grosses compagnies, les pétrolières, les banques. Les soins dentaires, ils vont vouloir mettre ça par terre alors que ça va aider 4 millions de Québécois puis de Québécoises. Alors, on verra quand ça sera le temps de faire un choix. Si on s'en va en élection, les gens verront c'est quoi les vraies solutions que Pierre Poilievre amène. Puis ça n'aidera pas monsieur, madame, tout le monde, là. En début de semaine dernière, on avait l'impression que l'entente était foncièrement en péril. Plus la semaine avançait, plus on semblait croire que les choses allaient mieux. À l'heure actuelle, est-ce que les choses vont bien? Bien, écoutez, les pourparlers vont se poursuivre dans les prochains jours. Nous, ce qu'on entend et qu'on ressent, c'est que les libéraux nous prennent de plus en plus au sérieux et que là, les discussions s'accélèrent. Alors, tant que les pourparlers continuent, il y a toujours de l'espoir. On peut être optimiste, mais vous savez, je viens du milieu des relations de travail. Ça arrive souvent à minuit moins 5. Alors, peut-être que ça sera ce scénario un peu stressant. Et évidemment, la date butoir, c'est le 1er mars. C'est ça qui est imposé. 1er mars. Et ça ne bougera pas. Ça ne voudra pas dire, si on déchire l'entente, qu'il y aura des élections, parce que peut-être qu'on négociera à la pièce au Parlement, mais ça va amener beaucoup plus d'instabilité puis de psychodrame. Bon, je vais vous entendre sur le rapport de la vérificatrice générale la semaine dernière qui a été... j'en ai rarement vu des aussi critiques là, sur toute la question d'Arrive-Can, des contrats accordés à JC Strategies et d'autres entreprises. Madame Hogan n'est même pas capable d'arriver à un chiffre précis sur le coût, tellement il manque des détails là-dedans. Qu'est-ce que ça vous dit sur la façon dont ce programme-là a été géré? Bien, ça a été géré tout croche. Près de 60 millions de dollars pour un programme une application qui aurait pu se faire à vraiment moindre coût. C'est assez indécent, puis je partage la colère des gens, puis des citoyens, des contribuables, mais là, c'est que ça commence à faire beaucoup. Mais ce qui est sous-jacent, là, c'est qu'il y a une volonté ou une habitude avec les gouvernements conservateurs puis libéraux depuis des années d'envoyer un paquet de contrats à l'externe, augmenter la sous-traitance et on n'est pas capable d'avoir de contrôle sur les coûts. Ça coûte beaucoup trop cher. Puis ensuite de ça, la reddition de comptes est beaucoup plus difficile. Alors nous, ce qu'on dit au NPD, c'est qu'il faut encadrer ça de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus rigide, parce que là, c'est une espèce de, excusez-moi l'expression, de free-for-all. Et les gens, là, n'en ont pas pour leur argent. On paye vraiment trop cher pour ces affaires-là. Est-ce qu'il y a lieu de revoir l'ensemble de l'utilisation des consultants ou des entreprises contractuelles au sein du gouvernement fédéral? Oui, puis il faut se redonner des capacités à l'interne d'être capable de faire des choses, parce que sinon, le gouvernement devient dépendant, puis les services publics s'amenuisent. Vous savez, on l'avait vu à l'époque de la commission Charbonneau avec les contrats qui étaient donnés à l'extérieur. Puis quand tu n'as pas les capacités internes, tu n'es même pas capable de faire un comparatif pour voir si le chiffre qui t'est amené, le coût qui t'est présenté a du bon sens ou pas. Alors, il va falloir serrer la vis. Il va falloir se donner des critères beaucoup plus stricts en ce moment parce que ça n'a pas d'allure tous ces contrats qui sont donnés à l'externe à des sous-traitants. Puis des fois, les sous-traitants, c'est un intermédiaire vers un autre sous-traitant. Alors, ça n'a aucun sens. La semaine dernière, on a eu l'impression que le gouvernement blâmait beaucoup la gestion des fonctionnaires dans ce dossier-là. À quel moment est-ce que les politiciens deviennent responsables de ça? Bien, ultimement, c'est ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle dans notre système. C'est-à-dire, ultimement, c'est les ministres qui sont responsables. Blâmer les fonctionnaires puis pointer du doigt, ça ne sert à rien. Ultimement, pour le système de paye Phoenix, qui est une catastrophe depuis le début, c'est commencer avec les conservateurs, poursuivre avec les libéraux, mais c'est le gouvernement qui est en place qui est responsable. C'est pas les fonctionnaires. Je trouve ça un petit peu facile de pointer du doigt puis faire porter le blâme sur quelqu'un d'autre. Alexandre Boulris, merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir.